Je suis Georges Vaccaro, dirigeant du cabinet de Viabilis, cabinet conseil RH qui intervient dans le recrutement, la formation et le management de transition. Je suis très heureux de vous accueillir et nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous espérons que vous allez tous bien et que les effets de la situation actuelle et de la crise sanitaire sont vécus dans un état d'esprit plutôt positif aujourd'hui. C'est la troisième partie du déconfinement. Nous sommes tous conscients que nous vivons une crise sanitaire forte et que cela a perturbé nos repères et engendré des difficultés personnelles et professionnelles pour un grand nombre de salariés. Nous abordons au cours de ce deuxième webinaire la partie mobilisation des équipes et recréer la confiance. Je vais passer la parole à Sébastien Vignette, délégué général du MEDEF, et je reprendrai la parole ensuite pour vous expliquer le déroulé du webinaire. Sébastien, à toi. Merci Georges, bonjour à toutes et tous et merci effectivement Georges de cette présentation. Quelques mots d'introduction à mon tour pour vous dire que je suis très heureux de vous accueillir à nouveau pour ce deuxième webinaire post-déconfinement. Vous le savez, nous avons souhaité vous accompagner de manière très concrète en étant au plus près de vos besoins. D'où cette série de webinaires que l'on vous propose, très opérationnels dans un contexte inédit en effet. C'est pour ça qu'après un premier webinaire sur finalement les conditions sanitaires et juridiques du déconfinement, et au vu de vos retours d'ailleurs, il nous est apparu essentiel de pouvoir vous proposer d'aborder le sujet sous l'angle organisationnel et managérial. Le prochain webinaire, j'en profite pour le dire, aura lieu le 10 juillet, sera lui consacré aux outils de financement comme outil de rebond. Le succès de ces webinaires, il doit beaucoup, Georges, tu le sais, au travail de nos commissions, en l'occurrence la commission sociale, que je tiens à remercier et à saluer pour son implication. Merci également aux entreprises qui vont témoigner. Tu les présenteras tout à l'heure, je pense, Georges, parce qu'effectivement, en la matière, le partage d'expérience me paraît essentiel. Et puis, je ne voudrais pas terminer sans remercier ABAC, notre partenaire, Stéphane Gambier et ses équipes, qui, vous le verrez, nous permettent de rendre très vivants ces moments d'échange à distance. Voilà, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne matinale. Merci Sébastien. Alors, je voudrais vous expliquer un peu le plan du webinaire de ce matin. Ce que nous avons prévu de faire, je ferai une petite partie sur ce qui s'est joué, ce qui est en train de se vivre aujourd'hui. Je passerai ensuite la parole à Laurent Bacca, le CEO de FullSave. Il expliquera son entreprise, comment il a vécu cette partie confinement, comment il est en train de vivre le déconfinement avec ses collaborateurs. Nous passerons ensuite la parole à Marina Tigli, coach chez 60 000 rebonds, qui a l'association 60 000 rebonds intervient logiquement après le dépôt de bilan des dirigeants d'entreprise pour aider les dirigeants d'entreprise à rebondir. Elle expliquera dans ce contexte particulier de quelle manière ils sont intervenus et dans quelle manière ils ont proposé du coaching à des dirigeants d'entreprise. Donc elle donnera un aperçu sur les dirigeants d'entreprise. Nous aborderons ensuite, nous aurons en fin de webinaire le témoignage d'Élise Choulet, DRH chez Altran, qui nous expliquera au sein d'une grande entreprise comment ça s'est passé, comment ça se passe aujourd'hui. Nous passerons la parole ensuite à Karine sur la partie des actions à mettre en œuvre pour recréer la confiance et mobiliser ses équipes, Karine Edbert de RH Partner, ainsi qu'à Virginie Martin d'Interactif et Isabelle Sagon de Perform. Et enfin, nous garderons du temps pour les questions-réponses et répondre à vos questions et vous laisser la parole si vous le souhaitez. Au cours de ce webinaire, il y aura quelques sondages. Donc, vous avez un onglet Polls sondage et un onglet questions-réponses pour pouvoir formuler d'ores et déjà vos questions. Alors, qu'est-ce qui s'est vécu? Nous avons vécu un contexte exceptionnel durant cette crise sanitaire. Je parle sur le contrôle de quelques psychologues du travail que j'ai rencontrés, dont le nôtre, bien sûr, qui intervient au sein du cabinet. Il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de stress. Certains salariés, juste un chiffre, 47% des salariés, pendant cette période, se sont sentis en détresse psychologique. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Pratiquement un salarié sur deux s'est senti ou est encore en détresse psychologique. Ce stress a été assez émotionnellement lourd. Il est difficile d'anticiper de manière profonde ce qui va se passer par la suite. Donc certains sont rentrés, dans certaines entreprises tout le monde est rentré. C'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. On va vous proposer un sondage pour savoir où vous en êtes chacun d'entre vous. Il s'est d'autant plus difficile de s'adapter. Les salariés ont vécu cette crise sanitaire de manière complètement différente. Les émotions négatives sont ressorties.
Alors, par exemple, je vais prendre quelques exemples. Une infirmière qui a été sous tension en permanence et à qui on demande d'être attentive à son patient en fin de soirée, n'a pas forcément l'énergie pour être aussi patiente vis-à-vis de son. Ouais. Une caissière à un magasin qui a peur du virus, vous ne pouvez pas lui demander d'être souriante à chaque instant. Nous avons tous été confrontés à un sentiment d'impuissance. Impuissance face à cette crise, impuissance, ce qui a engendré un malaise profond. Et un malaise profond qui est encore permanent chez certains salariés, certains collaborateurs, y compris managers et dirigeants d'entreprise. Ce stress a été vécu de manière très différente. Par contre, il a été contagieux, au moins autant que le coronavirus. Donc, d'une manière directe ou indirecte, nous avons tous subi ce stress. Cette difficulté à se projeter dans l'avenir a aussi un effet sur la motivation, bien entendu. Comment être motivé quand on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et quels sont les changements qui vont être mis en place et quels sont les changements auxquels on va devoir faire face. Sachant que ce profil à l'horizon est certainement une crise économique, au-delà de la crise sanitaire. Donc cela crée un sentiment d'incertitude chez beaucoup de personnes, dirigeants, managers et collaborateurs. Par contre, le côté positif, au-delà de cette crise sanitaire, juste un petit mot là-dessus, c'était le confinement était une occasion pour beaucoup de salariés de redécouvrir sa réalité professionnelle sur un autre jour, de prendre du recul et de réfléchir sur d'autres possibilités de travailler autrement, notamment le télétravail. Juste un autre chiffre, avant cette période de confinement, seulement 5% des salariés étaient engagés dans une procédure régulière de télétravail. Pendant ce confinement, un salarié sur deux était en télétravail. Et ce télétravail n'a pas été systématiquement mal vécu par les collaborateurs et par les dirigeants d'entreprise. Beaucoup ont apprécié les bons côtés. Gain de temps, productivité améliorée, temps passé avec ses proches. Il est donc difficile à certains de demander à certains de revenir en arrière comme si rien n'était. De nouvelles situations ont émergé. Il va falloir faire preuve d'adaptation, d'écoute, de communication pour garder une bonne cohésion et relancer l'activité. Je vais maintenant passer la parole à Laurent Baca, CEO de Full Sail, pour qu'il nous donne son expérience, qui nous explique, Laurent, si tu veux bien, expliquer ton entreprise, expliquer comment vous viviez avant la crise sanitaire, ce qui s'est passé pendant et comment vous vivez aujourd'hui. À toi, Laurent. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Georges pour cette parole que tu m'accordes. Donc moi je voulais effectivement aujourd'hui témoigner de ce que nous avons vécu, sans prétendre que ce qu'on a vécu était différent ou qu'on a mieux fait ou mal fait que les autres, mais effectivement on a tous vécu un moment fort, un moment intense, et j'ai fait un petit témoignage sur LinkedIn qui, je pense, m'a valu le fait d'être présent ici aujourd'hui. C'est exactement donc aujourd'hui. C'est exactement ça. Merci de confirmer, Georges. Donc, Full Sail, nous sommes opérateurs d'infrastructures numériques avec 3 métiers. Nous sommes opérateurs cloud, opérateurs télécom et opérateurs de data center. Donc, un métier qui a été hyper sollicité durant la crise, en particulier le télécom. Je veux dire, toutes les entreprises se sont réorientées, restructurées pour accéder à leur réseau d'entreprise depuis en télétravail. Donc, 15 jours avant le confinement, on était déjà très sollicité. On sentait que fallait pas faiblir au niveau des équipes. Il y avait beaucoup de boulot. Et il a fallu qu'on réfléchisse dans ce contexte de grosse activité, nous aussi, comment on allait faire pour maintenir cette activité-là depuis chez nous. Donc, on s'y est préparé pendant une semaine. Alors, clairement, ça fait longtemps qu'on travaille un petit peu en télétravail. Le télétravail est quelque chose qui est chez nous, qu'on utilise depuis longtemps chez nous. Vous m'entendez? Je vous vois plus. Oui, non, tu peux parler, oui. Ok, je vous vois plus. Donc, qu'on utilise fréquemment, mais ponctuellement. Et j'avoue que j'étais un petit peu inquiet, comme tout le monde, à l'idée de renvoyer tout le monde à la maison
et de continuer à bosser comme si de rien n'était. On a fait plusieurs réunions et, comme j'ai pu le dire dans mon témoignage LinkedIn, j'étais étonné, voire inquiété de voir tous les managers très sereins à l'idée que rien n'allait changer en télétravail. J'avoue que je les ai laissés dans leur état de sérénité, mais moi je ne l'étais pas du tout. Parce que je savais bien qu'il y allait, tant sur la prod on était habitué, autant il y avait plein d'effets secondaires qu'on n'avait pas forcément vus. En particulier, la téléphonie, on avait beaucoup de clients qui nous appelaient toute la journée au bureau. Et ben ça, il allait falloir que ça soit distribué chez tous les collaborateurs. Et comme je le disais, le 16 mars, on a plongé vers l'inconnu. Et ben, écoutez, force est de constater que ça s'est très bien passé. La sérénité qu'il y avait la veille, on l'a eu le lendemain. Je pense aujourd'hui qu'on peut dire que ben, ça s'est fait assez naturellement et qu'il n'y a pas eu d'impact réellement sur la production pour nos équipes, ni sur le cœur de métier, ni sur les métiers secondaires, comme le développement interne, comme la partie administrative, juridique, même R&D. Tout ça a réussi à suivre son cours de manière assez naturelle. Voilà, du coup, je me suis un peu posé la question de qu'est-ce qui permettait d'avoir cet effet assez naturel de transformation. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'on avait plusieurs points positifs mis en place depuis longtemps chez FullSave, et le premier d'entre eux, c'était l'autonomie. Les collaborateurs chez FullSave, depuis 16 ans maintenant, je m'efforce de leur donner, voire demander une autonomie complète dans leur travail, dans les horaires, dans les responsabilités, dans la charge de travail. Et je pense que ça a vraiment été essentiel lorsque on s'est séparés et chacun est revenu chez soi. Avec l'autonomie, je pense que la confiance réciproque a été essentielle. J'ai confiance en eux, j'ai dû avoir confiance en eux, et ils avaient confiance en moi aussi sur le fait que le bateau allait continuer à avancer et à flotter et à être dirigé. Donc on a eu pas mal d'outils de ce point de vue-là pour continuer à se voir tous les jours. Donc c'est, je pense, essentiel dans notre fonctionnement, c'est que... Laurent, juste une petite intervention. Tu as accepté de perdre le contrôle pendant cette période? Absolument. J'ai totalement accepté de le perdre et en même temps, j'ai pu me concentrer sur l'interne de l'entreprise, ce qui est rarement le cas pour un dirigeant. Hein. J'ai pris plaisir à me reconcentrer vers l'interne, vers les collaborateurs, aller les revoir dans les réunions internes où j'avais rien à faire, mais juste pour les écouter, parler de leur métier, juste pour échanger sur des choses qui ne sont pas du métier. En particulier, on a mis en place une visioconf qui tournait 24 heures sur 24, une forme de caméra café, comme on l'a appelé, où on se retrouvait pour parler de tout sauf du boulot, comme au café. Et ça a été très intéressant de rendre compte qu'on s'est approprié cette caméra, y compris pour reproduire des schémas qu'on avait classiquement dans l'entreprise, puisque, pour un exemple, tous les mois, on fait un repas, on fait une soirée jeux de société avec ceux qui veulent venir au bureau pour des jeux de société. Et là, on s'est adapté et on l'a fait en mode visio. On a reproduit le jeu de société en mode visio avec tous les collaborateurs qui le souhaitaient. Comment tu vis ça aujourd'hui ? Donc voilà, donc ça s'est très bien passé. Juste, j'ai tendance à dire que les problèmes commencent maintenant. Parce que tu le disais, Georges, en introduction, ça se passe tellement bien que tout le monde me dit maintenant, bon, on va continuer. Et je pense pas qu'il faille continuer 100%. Je pense qu'il faut effectivement travailler, être acteur du monde du télétravail, travailler 1 à 2 jours par semaine, c'est très bien pour tout le monde et il faut le mettre en place. Par contre, au-delà, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a des risques de casser des modes de fonctionnement, de casser un tissu de collaboration qui est essentiel pour une entreprise, à mon avis. De ton point de vue, Laurent, quel sera ce point d'équilibre et comment tu vas sentir ce point d'équilibre ? Je ne t'entends pas. Laurent, tu m'entends ?
Laurent, ça y est. Oui. de ton point de vue, quel va être ce point d'équilibre entre télétravail et sur place? Et comment tu vas percevoir que tes salariés vont accepter ce nouveau mode de travail que tu vas leur proposer? Alors, on en discute actuellement et on n'est pas totalement d'accord. Je prends un exemple. J'étais pas prêt à entendre que ça s'est tellement bien passé que moi, je voudrais revenir dans le Nord et faire du travail à distance. C'est même plus du télétravail. Travail à distance. J'étais pas prêt. Et ça, c'est juste parce que c'est bien passé. Je dis, ben non, mais c'est pas une raison. Donc, on n'est pas d'accord sur ce point-là. On n'est pas d'accord non plus sur le fait que, moi, je pense qu'il faut maximum 2 jours par semaine de télétravail, un peu plus en cas d'exception, enfant malade ou ce genre de choses, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. Mais j'ai des collaborateurs qui me disent non, non, moi je viens 1 jour par semaine pour revoir les copains et faire la réunion de service. Le reste, c'est pas la peine. J'ai dit si. Voilà, donc on discute avec les managers, on va écrire une convention. On va être entouré pour écrire une convention. Et on va voir comment ça s'articule, mais je pense qu'il va falloir que je reprenne un peu le pouvoir pour imposer un fonctionnement à 2 jours maximum de télétravail. En tout cas, c'est mon souhait. Laurent, je te propose que l'on poursuive et que tu reviennes en fin d'intervention quand tu veux sur les retours d'expérience et le point de vue de nos experts. Je vais passer la parole maintenant à Marina Tigli, coach chez 60 000 rebonds. Marina, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Marina, à vous toi. M'entendez? Parfait. Bon, merci. Oui. À toi, Marina. J'y vais. Donc, c'est bon. Merci beaucoup, Georges, pour l'invitation. Rapidement, je me présente. Donc, effectivement, je suis coach installée sur Albi, dans le 81, et consultante en développement international, puisque avant d'être coach, j'étais aussi ancienne chef d'entreprise, gérante d'une distillerie. Voilà, où je me suis appliquée pendant toutes ces longues années à mener ma barque et à développer l'international. Alors, je suis invitée aujourd'hui en tant qu'effectivement coach référente pour le 81 et le 31 de l'association 60 000 rebonds. Rapidement, pour vous représenter l'association que certains connaissent déjà, 60 000 rebonds a pour cœur en fait d'aider les chefs d'entreprise à repartir, à rebondir sur un projet professionnel post-liquidation. Donc ça, c'est son activité première, voilà, depuis un certain nombre d'années maintenant, dans lesquelles nous accompagnons en fait des chefs d'entreprise. Alors il y a des coachs bien entendu, on fait tout un travail de coaching pour les aider à rebondir, et au-delà de ça, des experts, des parrains, des marraines qui vont aider tous ces entrepreneurs à retrouver leur voie. Alors arrive cette période incroyable. Et très rapidement, en fait, avec l'association sur le national, nous avons décidé de proposer des coachings d'appui. Des coachings d'appui qui étaient donc ouverts à tout entrepreneur. Il n'était pas nécessaire d'être adhérent de l'association. Tout le monde pouvait appeler l'association et se faire aider sur ces coachings d'appui. Concrètement, ça consistait à quoi? Ça consistait à offrir, donc ce sont tous des coachs bénévoles, je précise, dans l'asso, d'offrir 3 séances de coaching d'appui. L'idée de ça, c'est qu'on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une grosse perte de confiance, une grosse perte de repères de beaucoup de chefs d'entreprise. L'idée de ce coaching, c'était, en tout cas pour ma part et moi, comment je l'ai pratiqué pendant et que je continue à pratiquer dans cette période, c'était de se dire très vite de les repositionner en tant que chef d'entreprise. De rejouer sur la confiance et de remettre tous ces chefs d'entreprise en avant, quitte à même s'ils allaient avoir par la suite des décisions difficiles à prendre, mais à les prendre en tant que chef d'entreprise. Voilà, donc ça c'était vraiment le moteur de ces coachings d'appui. Et effectivement, et par rapport au thème d'aujourd'hui qui est abordé, il était vraiment impératif pour beaucoup d'entre eux avant de pouvoir créer de la confiance dans les entreprises et de pouvoir mobiliser ces équipes, c'était avant tout d'être assez droit dans ses baskets. Donc nous, c'était l'intérêt que nous avions avec 60 000 rebonds, c'était vraiment d'aider les entrepreneurs à dire les gars, c'est bon, vous avez mené votre barque pendant X temps, aujourd'hui il se passe ça, certes on ne sait pas comment on va en sortir, mais il faut absolument que vous repreniez les rênes
de votre entreprise, et même si c'est dans des conditions et accepter, comme on a vu avec le témoignage précédent, des modifications, de devoir s'adapter. Mais au fond, vous avez su vous adapter tout ce temps que vous êtes à un certain nombre de situations tout au long de votre parcours professionnel. Et c'était de tirer de l'expérience de votre parcours de chef d'entreprise pour aujourd'hui, malgré effectivement les difficultés qu'on va certainement rencontrer, en tout cas rester dans cette posture de chef d'entreprise, d'entrepreneur. Voilà, donc pour ce qui est des coachings d'appui, ils continuent jusqu'au 15 juillet. Voilà. Donc tous ceux qui ont un besoin, voilà, d'un soutien ou voilà, ou parfois simplement d'échanger avec des coachs, voilà, on est là. N'hésitez en tout cas pas à contacter l'association 60 000 rebonds et on essaiera de vous trouver un coach bénévole qui puisse vous soutenir pendant cette période. Marina, voilà. En tout cas, oui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple avant-après coaching d'un dirigeant d'entreprise? Voilà. Oui, alors avant-après coaching, j'ai eu d'ailleurs, on avait fait un reportage, un article dans un journal avec cette personne que j'ai suivie. Voilà, une commerçante de la région qui est arrivée en mode vraiment très tôt, qui s'est connectée, qui a pris contact avec nous très très tôt, parce qu'elle s'est trouvée vraiment submergée et avec cette sensation d'impossibilité d'action. Et elle s'était renfermée chez elle et donc elle avait 2 commerces de chaussures. Et voilà, donc très tôt, ça a été de se dire, mais moi, elle n'arrivait pas du tout à imaginer ce qu'elle pouvait faire, même dans cette période-là. Donc, on a vite repris les rênes, on l'a vite, moi, je l'ai pris en main, on a vite remué ce qu'elle était au fond d'elle. Et puis, on a réussi à mettre le premier drive de vente de chaussures sur notre région, ce qu'elle ne pensait pas du tout pouvoir faire. Et puis, elle s'est vite rendue compte qu'il y avait aussi besoin de changer de chaussures en période de confinement. Voilà, et ça a été aussi pour elle, elle avait 2 commerces, dont un qui n'allait pas bien et qui avait, elle sentait bien que la fin allait arriver avant cette crise pour la fin de l'année, et ça a été très tôt de se positionner et d'anticiper et de prendre les bonnes décisions quant à ce 2e commerce, et en l'occurrence, là, c'était de le fermer pour pouvoir, en fin de compte, ce problème qui était pesant pour elle aussi dans cette situation avec un commerce qui n'allait pas bien sur les 2, de suite, j'ai envie de dire, arrêter de s'angoisser puisque la décision avait été déjà prise par le passé et de se concentrer en termes d'énergie sur le commerce qui fonctionnait bien. Aujourd'hui, elle est en train de fermer son 2e commerce, mais bien, et elle s'est vraiment remobilisée sur son 1er commerce et ça se passe plutôt bien. Elle est ravie aujourd'hui du coaching puisque ça l'a repositionnée et elle a repris confiance en elle. Merci Marina. En gros, l'idée, c'est pour les dirigeants d'entreprise, c'est d'accepter de voir les choses de manière différente et de sortir un peu de leur cadre et innover par rapport. Voilà. Prendre de la hauteur, voir les choses différentes et puis ne pas non plus, quelque part, ne pas, comment je dirais, la solution la plus terrible, il faut aussi l'envisager. C'est aussi votre rôle de chef d'entreprise. Il faut aussi envisager la solution la plus terrible. Il faut l'envisager, mettre un plan d'action, trouver des solutions. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais voilà, ne pas être dans le déni. Voilà, parce que ça, c'est ce qui va vous bouffer et qui va vous éviter de mettre l'énergie là où il faut la mettre, dans ce qui fonctionne. Voilà, un petit peu. Merci Marina. Merci Marina. Avec plaisir. Merci à vous. Je vais maintenant passer la parole à nos experts sur la partie quelles actions mettre en œuvre pour recréer la confiance et mobiliser ces équipes. N'hésitez pas à répondre aux petits sondages que l'on fait passer. N'hésitez pas à poser vos questions et à intervenir sur le chat. Nous les voyons au fur et à mesure. Je passe la parole à Karine sur l'adaptation de l'organisation et les nouvelles modalités de travail. Karine, à toi. Oui, bonjour. Donc, vous m'entendez bien là? Oui, ok. Très bien. Karine Henbert, donc je suis directrice du développement du cabinet RH Partners. Et c'est vrai que nous intervenons beaucoup sur la réflexion sur l'organisation du travail et l'accompagnement des entreprises dans leurs nouvelles organisations du travail. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup depuis qu'on est ensemble, de la pérennisation du télétravail et la motivation des équipes.
Donc déjà, quelques éléments de contexte. Le travail, on en parle depuis tout à l'heure, il est voué à se généraliser après cette période et à se pérenniser. L'ANACT a fait une étude auprès des télétravailleurs pendant la période de confinement et 88% des personnes qui sont en télétravail souhaitent poursuivre le télétravail après la crise. Donc, de fait, ignorer cette demande aujourd'hui, clairement, peut contribuer à une démobilisation de fait des salariés. C'est ne pas entendre quelque chose qui est exprimé et qui est voulu quand même de la part des salariés. Le deuxième élément de contexte, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les dirigeants, eux aussi, commencent à percevoir les avantages du télétravail. Certains qui ne l'imaginaient absolument pas se disent bah oui, ça peut fonctionner. Et puis en plus, ça a quelques intérêts, puisque on peut imaginer qu'on économise des mètres carrés, on peut faire quelques économies, donc pourquoi pas. Donc la question est comment, de fait, garder les salariés mobilisés et motivés dans un contexte de développement du télétravail. Le télétravail, donc on en a parlé, pouvant apporter évidemment des avantages, plus de productivité pour les collaborateurs qui ne perdent pas de temps dans les transports, un confort de vie, le développement de l'engagement, une empreinte carbone moins forte et une démarche RSE qui va être avantageuse en termes de marque employeur pour vous, pour l'entreprise. Et on l'a dit, des économies notamment sur les espaces. Mais c'est aussi, et c'est ce qu'on a vécu pendant la période, même si ce n'était pas du télétravail, mais du travail à distance, ça comporte des risques. Parce qu'on peut avoir une perte de sentiment d'appartenance, c'est le premier risque à l'entreprise, un sentiment d'iniquité entre collaborateurs, entre ceux qui sont en télétravail, ceux qui n'y sont pas, et aussi parfois un manque de productivité, notamment si les outils ne sont pas adaptés. Donc le télétravail, c'est un mode d'organisation du travail qui doit se structurer, donc il faut structurer la démarche et commencer par définir pour votre entreprise les conditions de réussite de la mise en place du télétravail. Et donc de notre point de vue, pour nous, les principales conditions de réussite de la mise en place du télétravail sont d'abord le maintien du niveau de qualité de service vis-à-vis des clients. Laurent en parlait tout à l'heure, il disait ma première préoccupation, mon inquiétude, c'était de me dire est-ce que mes clients vont avoir le même niveau de service? Donc ça, c'est évidemment essentiel. Le maintien du collectif, y compris dans la durée, c'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs qui peuvent partir, des collaborateurs qui vont arriver. Comment on maintient ce collectif? Un mode de management adapté et développer l'autonomie et l'adaptabilité des équipes à ce nouveau mode de travail. Donc forcément, l'organisation, elle doit être adaptée et de nouveaux usages doivent se mettre en place dans la durée. Alors tout d'abord, concrètement, il nous semble important déjà que vous puissiez définir les actions qui vont être nécessairement faites en présentiel. Ça, c'est essentiel. Dans la construction de l'organisation de votre télétravail, qu'est-ce que je veux absolument garder dans mon entreprise en présentiel? Alors, il y a d'abord des actions qui ne peuvent se faire autrement qu'en présentiel. Voilà, c'est le fait de la fonction qui fait ça. Il y a tout ce qui a une dimension émotionnelle aussi, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, de l'échange avec un collaborateur dans un entretien ou un entretien de recadrage, c'est des choses qui doivent quand même se faire en présentiel, ça c'est impératif. Et tout ce qui contribue à créer des échanges. Donc, tout ce qui contribue à créer des échanges, donc ça peut être les séminaires, des groupes de travail, ça c'est quand même mieux de le conserver en présentiel. Alors, ça ne veut pas dire que... en tout cas, le collectif, ce qui est évident, c'est que le collectif se crée sur l'échange et que quand on est dans l'échange, il vaut mieux privilégier le présentiel et se poser la question de est-ce qu'une réunion, par exemple, qui va être une réunion simplement de descente de l'information, est-ce qu'il faut absolument la faire en présentiel? Est-ce que c'est nécessaire? En fait, le collectif, ce n'est pas l'unité de temps et de lieu. Ce n'est pas parce qu'on est tous autour d'une table et qu'on reçoit une information qu'on crée du collectif. Le collectif se crée avant tout dans le partage. Et de fait, même s'il vaut mieux faire les échanges en présentiel, on peut aussi créer du collectif en distanciel. On entendait Laurent tout à l'heure qui disait mes jeux de société, moi l'échange, je les conservais en distanciel. Donc toute la question, c'est de continuer à créer de l'échange. Et c'est vrai que c'est malgré tout plus simple de le faire quand on est en présentiel. Et c'est tous ces éléments qui vont contribuer à cette réflexion-là sur l'organisation des temps en présentiel et en distanciel qui vont de fait, naturellement, vous amener à définir quels vont être les rythmes du télétravail, les rythmes hebdomadaires. Est-ce que c'est tous les jours, au même moment? Est-ce que c'est fixe? Combien de temps? Combien de journées? Voilà, donc avant de se poser la question de combien de jours et quand, c'est de savoir
qu'est-ce que je veux et de quoi j'ai besoin en présentiel et en distanciel. La deuxième chose qui est très importante, mais voilà, Isabelle en reparlera ensuite, c'est d'adapter les comportements et les compétences des managers. Donc ça, c'est essentiel. Et je dirais même développer une dimension chef de projet chez le manager. Donc, un manager qui pilote une équipe en distanciel doit avoir une vraie capacité à orchestrer, à coordonner, à être structurant et bon communicant pour donner à tous, à un moment donné, même si on n'est pas ensemble autour de la table, même si on est à distance, une vision de ce que font les uns et les autres dans l'équipe. C'est aussi quelqu'un, un peu comme un chef de projet, qui doit être capable de donner des objectifs clairs, des objectifs précis, le fameux objectif SMART, précis, mesurable, et qui doit être clair dans le contenu de ce qu'il attend de la part de ses collaborateurs, donc dans les livrables. Et donc ça lui permet de sortir de ce fait de l'ingérence du comment. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas derrière la personne pour savoir comment elle fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Il va être plutôt sur quel est le résultat, mais pour ça, il faut qu'il soit suffisamment capable de proposer des objectifs précis. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se développe et qui s'apprend. Donc ça, je dirais que c'est sur la compétence du manager. Sur l'aspect comportemental, on en a parlé, Laurent a parlé de confiance, c'est essentiel. C'est l'attitude d'un manager qui pilote des équipes à distance doit être dans une attitude de confiance et doit agir comme une personne, donc je reprends l'idée du chef de projet, comme une personne ressource. Quelqu'un vers qui on vient chercher l'information qu'on n'a pas, quelqu'un vers qui on vient chercher la compétence dont on a besoin, quelqu'un qui est ouvert à soutenir et qui va arriver dans le comportement à trouver la juste présence, c'est-à-dire ni être trop présent, ni être absent. Voilà, donc ça c'est la grosse difficulté, c'est de trouver cette juste présence. Donc ça c'est aussi là encore des comportements à adapter. Et dans les comportements, c'est repérer les signaux faibles aussi. Savoir sentir quand on n'a pas le collaborateur à côté de soi, être attentif à des signes qui peuvent alerter, des signes de risques psychosociaux. Et là aussi, c'est un comportement d'écoute un peu nouveau à développer, à savoir le dynamisme dans la voix par téléphone, des petits signaux, les appels qui se raréfient, les heures d'envoi des mails, etc. Voilà. Et il doit aussi avoir une exemplarité dans les règles du télétravail et notamment les règles de connexion et déconnexion. Donc ça, c'est plutôt pour les comportements. Et le dernier point, c'est adapter les comportements et les compétences des collaborateurs, bien sûr, eux-mêmes. On a parlé des managers, mais les collaborateurs doivent aussi être prêts et adapter leurs compétences. Donc, il faut les former. Il faut les former sur tous les outils déjà collaboratifs. Le télétravail, je ne vous parlerai pas ça je pense que vous le savez, il faut du VPN, il faut des outils visio, etc. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec la dématérialisation. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir leur stock de documents, sinon ça ne peut pas fonctionner. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le nomadisme parce que le télétravail peut amener les entreprises à se dire on réduit nos mètres carrés et donc on n'a plus son propre bureau avec son étagère et voilà, on change de bureau quand on vient. Donc il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec ça. Donc là aussi, il faut s'assurer que les équipes sont prêtes pour accepter ça. Et puis, qu'elles sont prêtes aussi en termes d'autonomie. Là aussi, Laurent l'a bien précisé. Un des points clés, c'est que tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Pour être en télétravail, le collaborateur doit être capable de travailler en autonomie. Donc, ça suppose d'avoir un niveau de maturité et d'expérience dans son poste. Autonomie à ne pas confondre avec indépendance. Voilà, l'indépendance qui va rompre justement le reporting, qui va rompre l'engagement dans le collectif, mais c'est de l'autonomie, mais tout en restant dans la dynamique de l'entreprise et le collectif. Voilà. Et c'est aussi, en dernier lieu, une personne qui doit savoir, les personnes de télétravail doivent être capables aussi de solliciter les personnes ressources. Je disais, elles doivent être capables de sortir de leur coquille. C'est beaucoup plus facile quand on a la personne à côté, son manager à côté, d'aller le voir. C'est beaucoup moins évident quand on est chez soi et qu'il faut faire un effort d'appeler, etc. Donc il faut aussi avoir cette capacité et donc être sensibilisé, les collaborateurs, à dire va chercher l'information où elle est, n'hésite pas et va chercher les personnes ressources. Donc là aussi, c'est une autonomie qui est nécessaire à acquérir. Donc tout ça, finalement, pour moi, c'est former les collaborateurs, mais c'est aussi des critères d'éligibilité. Et il faut, en tout cas, intégrer ces dimensions, y compris peut-être dans les entretiens annuels, pour évaluer de façon très objective sur des critères de compétences et de comportement. Est-ce que tel collaborateur est prêt pour le télétravail ou pas? Et quels sont ses axes de développement aussi pour intégrer le télétravail dans ses pratiques? Donc ça se structure.
Alors, quelques recommandations pour terminer. Je pense que c'est fondamental d'associer les équipes dans cette période à comment vous allez construire le télétravail et le mettre en place dans une démarche participative. D'abord parce que ça contribue à recréer de la dynamique, là, voilà, du collectif, et parce que ça permet de savoir de quoi les gens ont besoin et comment d'avoir les remontées terrain, voilà, et de ne pas le décider de façon autocratique. Ça peut ne pas du tout correspondre à la réalité de ce dont ont besoin les gens dans l'entreprise. C'est aussi en faire un projet vivant, évolutif, avec se laisser la possibilité de tester, d'ajuster. Du coup, c'est moins stressant. On se dit qu'on peut faire des tentatives et se dire là, ça ne marche pas. Et on ajuste et on y revient. Et pour ça aussi, de définir des relais, des ambassadeurs, des personnes qui, dans l'entreprise, vont aussi remonter ce qui se passe pour vous aider à ajuster au plus près de la réalité du terrain. C'est aussi être attentif à ce que le télétravail ne soit pas considéré comme un avantage acquis ad vitam aeternam. En fait, la situation de votre entreprise peut évoluer. À un moment donné, vous pouvez avoir besoin d'avoir un peu plus de présentiel et donc de prévoir en tout cas dans les conditions des accords et dans la charte, les conditions de réversibilité, de se dire à un moment donné, on peut réduire le télétravail ou revenir en arrière ou le changer. Donc ça, c'est important de ne pas vous sentir enfermé dans cette organisation. Et puis, c'est aussi, surtout, communiquer, je pense, le pourquoi du télétravail dans votre entreprise à tous. Et qu'est-ce que la réalité du télétravail pour démystifier l'idée d'un côté, il y a les télétravailleurs qui sont super tranquillous, et puis après, il y a ceux qui sont au turbin, là, voilà, c'est pas ça. Voilà. Donc le télétravail, quelle est la réalité du télétravail? Et que le choix de télétravail dans votre entreprise est un choix pour l'entreprise, et pas pour uniquement le confort des collaborateurs, et que ça sert le projet de l'entreprise. Donc cette communication, elle est très importante. Voilà. Donc je dirais qu'en résumé, mettre en place un télétravail, une dynamique de télétravail, une organisation motivante pour les salariés, c'est d'abord réfléchir à tout ça. On voit que c'est plutôt réfléchir à ce qui est le plus adapté à votre situation, à votre entreprise, à vos besoins. Et pour ça, ça suppose quand même de poser les choses. Et sachez que pour mettre en place une organisation telle que celle-là, vous pouvez bénéficier d'accompagnement, de financement, notamment vos OPCO, les OPCO et la Directe, dans cette période, mettre en place des propositions d'accompagnement aux entreprises pour financer jusqu'à de 50 à 100% ce type d'accompagnement qui va vous permettre à structurer une démarche et vous accompagner dans l'organisation et la mise en œuvre de ce télétravail. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos OPCO ou des appuis conseils RH de la Directe. Merci Karine pour cet éclairage. Encore une fois, c'est une organisation, on va devoir évoluer dans une organisation non figée qui est valable à un instant T. Je vais passer la parole à Isabelle Sagon qui va nous éclairer sur la priorité à la confiance, l'autonomie et la responsabilisation. Isabelle, à toi. Merci Georges. Donc, je suis Isabelle Sagon, je dirige à Toulouse le cabinet Perform, qui fait du recrutement et conseil en ressources humaines. Et là, dans ce webinaire aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement du rôle du manager et en fait, comment aborder la reprise et la responsabilisation et le retour dans l'entreprise avec les managers et d'essayer de faire un focus sur quelques bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre pour réussir cette reprise. Parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. Et le manager, il a un rôle central. Il a un rôle central parce que il s'est trouvé à la croisée des chemins. Parfois, il a été bousculé puisque il n'a pas forcément été adroit pendant la période de télétravail. Il a pu être remis en cause. On a vu toute la gouvernance des entreprises et de nos dirigeants aussi. Parfois, a été au jour le jour, a été très rock'n'roll, comme on dit. Et donc le manager, il se retrouve là avec le besoin de remobiliser ses équipes. Dans un premier point, ça va être vraiment important de créer et recréer un cadre de sécurité et de confiance. Et moi, je trouve que c'est vraiment important pour les entreprises de préparer cet accueil, alors qui a peut-être déjà été fait, mais si la reprise a eu lieu, on peut toujours le programmer, mais préparer un vrai moment de reprise, un moment un peu de refondation, avec une intervention assez forte où il faut sortir des dispositions de sécurité,
pur et dur, avec le masque et le gel. Non, il faut qu'il y ait un vrai engagement individuel, personnel, que les gens puissent ressentir que leur manager, voilà, est présent et va s'impliquer avec eux. Donc c'est pas facile pour tous les managers, mais c'est vraiment important parce que se joue beaucoup de choses autour des émotions. Ça a été abordé beaucoup. Et le manager, il va falloir qu'il écoute ça. Il va falloir qu'il accueille ça avec bienveillance. Donc il faut un vrai moment d'accueil. On peut recréer des moments de convivialité en présentiel, avec respect bien sûr de tous les gestes barrières, mais il faut avoir un temps humain que je distinguerai peut-être du temps entreprise. Et aussi que les gens puissent vider leur sac. Ça va être l'expression aussi un peu consacrée pour se dire ce qu'on a sur le cœur. Ça peut être du négatif, mais c'est pas grave. Il faut en parler parce que justement, on peut capitaliser sur ce négatif. Éviter peut-être des mots malheureux comme on va se remettre au travail, allez, maintenant il faut se remettre au travail, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens en télétravail qui ont ressenti une charge importante, qui ont beaucoup travaillé en télétravail. Et voilà, bon, tout ça pour dire que ça se prépare. Donc vraiment, préparez votre accueil, accueillez avec bienveillance et ayez cette envie de retour d'expérience des collaborateurs. Le deuxième point, c'était de prendre soin des managers intermédiaires. Parce que ces managers intermédiaires, ils vont être avec un peu le dirigeant au-dessus, leur équipe qui va les questionner, il va falloir qu'ils remobilisent tout le monde. Donc je pense qu'il faut beaucoup les valoriser dans cette période et être en proximité, avoir beaucoup d'attention, de se demander comment tu vas ce matin, qu'est-ce qui se passe, voilà, pour vraiment favoriser l'écoute. Et puis, il y a une chose qui va être peut-être à réaborder avec les managers, que moi j'ai rencontré avec certains managers que j'ai eu en formation, c'est que les objectifs d'avant, la vision d'avant, ce qu'ils avaient l'habitude de dire à leurs équipes, voilà, on travaille pour ça, on est là pour faire ça, pour faire des choses pour Airbus ou autre. Aujourd'hui, c'est plus vraiment les mêmes objectifs, c'est plus. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire à leur équipe? C'est souvent leur question. Et là, c'est le rôle du dirigeant et aussi des managers de se questionner, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on se redonne comme vision, comme perspective ? Ok, on n'en a pas, c'est peut-être compliqué, on est peut-être à 2 mois, à 6 mois, à 1 an, mais il faut quand même préparer ça et pouvoir redonner, parce que Karine disait il faut redonner des objectifs SMART, mais c'est sûr, c'est hyper important, mais du coup, à partir de quoi ? En fonction de quelle stratégie ? Parce que parfois, les socles des entreprises, leur activité même a été vraiment beaucoup remise en question, et donc les objectifs d'avance ne sont plus les mêmes. Donc il faut les redéfinir. C'est ça aussi, prendre soin des managers, c'est faire en sorte qu'ils ne se trouvent pas un peu en porte-à-faux avec leur équipe de proximité qui va les solliciter, qui va leur poser des questions, voire avec des tensions, hein. Ça peut être aussi des frustrations, des conflits, des frictions. Et le manager, il va être en première ligne pour répondre à ça, il faut qu'il soit outillé. Voilà. Le pari, c'est mon troisième point, c'est vraiment aussi la confiance et la responsabilisation. Moi, j'ai beaucoup apprécié le témoignage de Laurent Baca au démarrage. C'est sûr que quand on était déjà axé sur l'autonomie et la responsabilisation, on a forcément mieux passer peut-être ce gué, passer cette période, parce que les gens ont été moins perdus. En tous les cas, c'est une posture à développer pour tout le monde. Les gens sont à des niveaux différents pour arriver à lâcher prise, pour arriver à faire confiance, mais c'est sûr que c'est une posture qui va devoir se pérenniser, comme Karine l'abordait avec le télétravail. Là, on va difficilement être dans le contrôle, l'hyper-contrôle et le micromanagement. Il va falloir de plus en plus lâcher prise. Là, comment on peut aider les managers dans cette posture ? Ça peut être des formations, ça peut être aussi des groupes de co-développement, tout simplement une réunion entre managers pour échanger avec les autres, avec ceux peut-être qui sont plus à l'aise dans la responsabilisation et la confiance. Ça va être un chemin, hein, il n'y a pas de recette évidemment, mais c'est en tant que manager se dire, voilà, maintenant, il va falloir que je lâche prise, le télétravail va se développer, l'incertitude est à son comble, donc à un moment, il faut se lancer. Si on a cette vision dont je parlais précédemment, on doit pouvoir se lancer, tout le monde est capable d'y arriver. Et pour moi, c'est aussi préparer l'avenir, parce que cet univers incertain va durer, hein, on y est déjà depuis quelques temps, mais là, je pense que ça va s'accélérer. Et
et préparer l'avenir, ça va être changer ses postures et aussi pouvoir accompagner. Donc, quelques petites clés. On a reparlé de la vision, bien retravailler sa raison d'être de l'entreprise, ses stratégies, ses priorités. Et donc, tout simplement, ça va décliner aussi sur les compétences à développer, les recrutements éventuellement à faire, les bilans personnels, peut-être les reconversions de certains. Tout ça, c'est le moment aussi d'en parler. C'est le moment pour le manager d'aborder ces points avec son équipe. L'entretien annuel, ça va être un moment très privilégié. Ça arrive souvent dans les entreprises, c'est au moment de l'été qu'on commence à programmer ça. Et là, ça arrive après 3 mois d'inaction. Donc voilà, enfin d'inaction, je me contredis justement, c'est les mots à pas employer. Mais voilà, ça arrive après une période particulière. Donc l'entretien, pour moi, c'est aussi un moment à préparer, un moment privilégié pour le manager, où il va pouvoir faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé pour le collaborateur et le lancer vers l'avenir, parce que maintenant, c'est ça va être ça l'enjeu, c'est être prêt pour ce qui va suivre. Voilà. Donc voilà pour mon petit focus management. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi au niveau des interactions et des relations qui se jouent, et ça sera abordé par la suite. Voilà. Je passe la parole maintenant à Virginie Martin qui va nous éclairer justement sur cette partie-là. Virginie, à toi. Bonjour à tous, donc je suis Virginie Martin et je m'occupe de l'antenne régionale du cabinet interactif sur Toulouse, cabinet qui depuis 30 ans forme à l'intelligence relationnelle. Alors justement, oui, je vais parler des relations. On le sentait déjà venir depuis un bon moment. Aujourd'hui, ça s'est accéléré. D'un point de vue managérial, on ne pourra plus manager tout à fait comme avant. Alors oui, il va falloir continuer à être productif, il va falloir continuer à être performant, il va falloir continuer à entraîner ses troupes, sauf qu'on ne pourra plus le faire tout à fait comme avant. En tant que manager, pour prendre la suite du Zoom d'Isabelle, 80% du métier d'un manager consiste à réfléchir, à parler, à écouter. Et la parole a de l'impact. Donc c'est aussi par sa façon d'interagir, par son comportement, qu'on peut créer ou pas les conditions de la confiance et de l'engagement. Avant de picorer quelques exemples pour illustrer mon propos, quelle boussole se donner ? On a coutume dans nos formations de poser la question suivante à tous nos participants, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur métier, quel que soit leur pays, puisque nous intervenons dans différents pays. On leur dit, si quelqu'un a quelque chose à vous dire ou à vous demander, comment est-ce que vous aimez qu'il vous parle ? Comment est-ce que vous aimez qu'il vous le dise ou qu'il vous le demande ? Eh bien, après toutes ces années, tous les participants nous répondent, et ils sont plus de 125 000 à ce jour, eh bien, moi j'ai envie qu'on me parle de façon claire, simple, directe, droit au but, pour peu qu'on soit poli, courtois, respectueux et qu'on me traite d'égal à égal. Donc on peut envisager que si vous êtes manager et que quels que soient les gens avec qui vous parlez, que ce soit des bonnes ou des mauvaises relations, des cas faciles ou des cas difficiles, ils vont vous répondre la même chose et ils attendent la même chose de votre part. Tout l'enjeu consiste donc, quelles que soient les circonstances, à réussir à être à la fois direct sans être brutal, respectueux sans devenir servile et influent plutôt que manipulateur. Autrement dit, il est plus que jamais nécessaire d'avoir un comportement cohérent avec ses valeurs. Alors prenons un premier exemple, comment faire pour être direct sans être brutal ? Les gens veulent qu'on soit respectueux avec eux, c'est bien normal, mais souvent, pour éviter d'être brutaux, les managers sont devenus très indirects et sont tombés dans une espèce de circonvolution douce. Or, il y a confusion sur la notion de respect. Le minimum de respect, de mon point de vue, que l'on doit aux gens, c'est de leur dire ce qu'on leur veut. Et donc, il faut être à la fois direct et audacieux dans sa prise de parole. Par exemple, si je prends un exemple client, tous ceux qui vont voir leur client pour leur dire « Bonjour monsieur le client, je suis venu vous voir pour faire votre connaissance, découvrir vos besoins et vous présenter mon offre », c'est une succession de mensonges. Tout le monde sait que quand on va voir un prospect, c'est parce qu'on a envie qu'il devienne son client. La vocation d'un prospect, c'est de devenir client, comme celle d'un collaborateur d'ailleurs, et de collaborer. Autre exemple dans la relation hiérarchique. Si, Karine, je suis ta collaboratrice, et plutôt que de me dire, parce que c'est mon gros défaut, tu es tout le temps en retard en réunion, Virginie, ça ne peut plus durer, dis-moi plutôt, écoute, j'ai besoin que tu t'engages à être dorénavant ponctuelle à toutes les réunions. Comment tu peux faire ? Ou plutôt que de me dire, Isabelle, mais ton analyse ne tient pas du tout, Virginie, dis-moi plutôt, j'ai une analyse différente. Ou plutôt de me dire, Georges, écoute, tu ne peux pas me dire ça comme ça, dis-moi plutôt, écoute, ce que tu me dis me choque ou me révolte. Autrement dit, il s'agit là de développer votre capacité, la capacité de vos managers à transformer leurs reproches en demandes.
Parce que quand vous allez dans le reproche, à chaque fois, vous allez fabriquer de la résistance. Et moi, qu'est-ce que je vais avoir envie de faire? Me défendre. Et vous ne me donnez nullement envie, au contraire, de collaborer avec vous. Et puis parce que la seule chose sur laquelle vous pouvez avoir de l'influence et qui est négociable, c'est le futur, pas le passé. Et même si vous le faites avec beaucoup de douceur, en cherchant par exemple à me faire prendre conscience des conséquences de mes retards, vous restez dans le passé et dans le reproche, et vous ne m'aidez pas à me projeter dans le futur et à m'engager au service de votre objectif. Et le futur, Isabelle en parlait, Karine aussi, c'est quelque chose qui est vital pour tout le monde. Deuxième exemple, comment être respectueux sans être servile? Quelques exemples. Plutôt que de me dire est-ce que vous avez une minute, Virginie? Dites-moi plutôt, j'ai besoin que vous m'accordiez un instant. Ou plutôt que de me dire est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? J'ai besoin que vous me donniez une information ou une précision. Ou est-ce que tu es d'accord, Georges? Qu'en penses-tu, Georges, de ce que je suis en train de raconter? Je suis d'accord. Donc à chaque fois, en général, à chaque fois qu'on dit est-ce que, on dit souvent une bêtise parce que sous couvert de vouloir être respectueux, au fond, on détruit la relation d'égal à égal. Parce que soit si vous dites à quelqu'un est-ce que tu as compris, sous-entendu pauvre pomme, soit vous dites à quelqu'un est-ce que je peux vous poser une question, sous-entendu monseigneur, et donc de toute façon, vous n'êtes jamais en face de la personne, vous n'êtes jamais d'égal à égal avec elle. Illustration dans la relation hiérarchique. Je suis votre chef, Karine. Au sortir d'une réunion que tu as animée, je te dis, ça te va tout ce que j'ai raconté? En fait, je ne vais pas te donner beaucoup de liberté dans la manière dont tu vas me répondre. Tu vas percevoir que je suis plutôt en train d'essayer de chercher, mais moi, une bonne note, s'il te plaît. Alors que si je te dis, Karine, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai raconté lors de la réunion? Tout à coup, tu vas te sentir davantage exister et tu vas avoir la liberté de me donner vraiment ton point de vue. Et ce qui compte, c'est bien que les gens vous disent vraiment ce qu'ils ont à vous dire et ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils ont envie de vous partager. Donc, en tant que supérieur hiérarchique, si c'est mon rôle, je peux décider, arbitrer, exiger, imposer, certes, mais je ne suis pas obligé de traiter mon collaborateur ni dans la domination, ni dans la soumission. Et donc de savoir, dans le respect du rôle et du statut de chacun, bien évidemment, mais de savoir traiter d'égal à égal. Dernier exemple, comment être influent sans être manipulateur? Au fond, ça me fait penser à toutes ces questions qu'on pose et qui cachent leur intention parce qu'on n'ose pas donner son point de vue ou prendre position. Si je reprends mon exemple du collaborateur en retard, et si, Karine, pour commencer un entretien qu'on pourrait appeler un entretien de recadrage, tu commences par me demander « Dis-moi, Virginie, qu'est-ce que tu as pensé de la réunion de mardi? Comment tu as trouvé ce qui s'est passé, etc. etc. » Et de poursuivre en me posant le plus gentiment du monde, j'en doute pas, mais des questions qui sont autant de réponses suggérées, au fond, tous ces comportements qui consistent à essayer de faire prendre conscience aux collaborateurs de leurs défauts, de leurs lacunes ou des nécessaires modifications de leur façon de faire, tout ça parce qu'on n'ose pas simplement leur demander de faire quelque chose ou de faire ce qu'on attend d'eux, et on espère qu'ils vont comprendre tout seuls ce qu'on n'ose pas leur dire, tous ces comportements génèrent plutôt de la méfiance et de la résistance que de la confiance et de l'engagement. Parce qu'au fond, on est bien conscient qu'on ne peut plus dire à quelqu'un de nos jours « il faut faire ça ». Les gens ne sont pas là pour obéir, ils sont là pour collaborer. Donc l'enjeu est de leur donner envie de collaborer et donc de faire preuve d'autorité sans tomber dans l'autoritarisme et sans passer par l'autoritarisme. Donc plutôt que d'essayer de faire dire les choses, de faire deviner à l'autre quelque chose que vous pensez, dites-le lui et puis demandez-lui ce qu'il en pense de ce que vous êtes en train de lui dire. Donc être influent, c'est au fond dire ses véritables intentions, qui est la seule façon de générer vraiment de la confiance dans la façon de vous comporter avec vos collaborateurs et donc de laisser ouverte la possibilité de l'engagement et en tout cas de lui donner envie. Voilà, sans aller plus loin, c'est quelques exemples picorés dans des scènes de la vie quotidienne professionnelle. J'espère en tous les cas, à travers ces quelques exemples, vous avoir donné envie d'accorder et d'apporter une attention toute particulière à vos comportements, à ces comportements relationnels, au-delà des actions, des bonnes pratiques, de tout ce que nous vous avons partagé jusqu'à présent et qui sont bien évidemment indispensables à mettre en œuvre. Cet aspect du comportement relationnel est essentiel et construire et gérer des relations, ça s'apprend, ça se développe, ça se professionnalise et en tous les cas, de mon point de vue, c'est plus que jamais nécessaire pour les mois et les années qui viennent au vu du contexte qui est le nôtre. Voilà, Georges. Merci Virginie. Laurent,
J'aimerais ta réaction à chaud, si tu as pu avoir un éclairage différent par rapport à la situation que tu vis dans ton entreprise. Et ensuite, je passerai la parole à Élise Choulet, DRH de chez Altran. Laurent, si tu as une réaction à chaud. Oui, oui, Georges, j'ai bien aimé la dernière intervention de Virginie là, sur le parler vrai. Je pense que moi j'utilise, mais je suis pas sûr que tous mes managers intermédiaires l'utilisent. Et je vais essayer de travailler sur ce sujet-là. Après, tout ce qui tourne autour de l'autonomie, de la confiance, enfin, j'ai retrouvé des valeurs que j'avais naturellement mis en place chez Fullsafe depuis 16 ans et qui, à mon avis, sont la clé du sujet du jour sur le télétravail. Mais c'est pas si simple que ça à mettre en place dans la réalité. Ça suffit pas de le dire. Dans les faits, c'est un vrai boulot parce que il faut l'adapter à chacun. L'autonomie, elle est différente pour chacune des personnes que vous avez en face de vous. Et c'est du réglage de précision, je dirais. Exactement, Laurent, c'est ce qu'on appelle, nous, le management émotionnel, c'est être à l'écoute des émotions de ses collaborateurs. Et là, effectivement, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça se travaille tous les jours. Merci, Laurent, de cet éclairage. Élise Choulet, est-ce que, Élise, vous voulez bien intervenir sur votre partie, ce que vous avez vécu chez Altran? Élise, est-ce que vous êtes présente avec nous? Oui. Merci, Élise, à vous. Vous m'entendez? Oui. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, Élise Choulet, moi, je suis DRH d'Altran Sud-Ouest. Donc, c'est une société de conseil en ingénierie et innovation. On compte 2900 collaborateurs. Je vais vous parler un peu de notre vécu et de ce qu'on prévoit après pour la suite. Nous, on a eu une très grande réactivité et je pense que ce qui a permis d'avoir la confiance des collaborateurs, c'est qu'on les a tenus informés au fur et à mesure des étapes. C'est-à-dire que dès le 17 mars, on leur a fait une communication pour leur expliquer qu'on ferme les établissements. On a mis tout le monde en télétravail, excepté une dizaine de collaborateurs. Donc, sur les 2900, c'était quand même un gros effort. Et on a très vite expliqué comment allait se passer notamment la partie informatique, puisque quand même, on l'a dit tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre pour réussir le télétravail. Le fait d'avoir des outils qui fonctionnent, un VPN qui fonctionne, des téléphones portables disponibles, des connexions, puisqu'on a aussi des collaborateurs qui ont des problèmes de connexion chez eux. Et donc, on a mis en place toute une procédure pour permettre au système informatique de perdurer dans des conditions de sécurité optimales. Et je pense que les collaborateurs ont vu par cette première action qu'on prenait vraiment en main le sujet et qu'on était très, très vigilants avec les conditions sanitaires. Donc, la première vision qu'ils ont eue, je pense, ça a été d'être rassurés, de se dire on prenait à bras le corps le sujet et on sécurisait nos salariés. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, il faut garder le contact. Garder le contact, ça a été compliqué dans des entités, des business units qui font de 50 à 200 personnes. On a des collaborateurs qui sont en activité partielle. On a des collaborateurs qui travaillent. Il faut garder le contact avec tout le monde. Donc, c'est vrai que nous, on a fait pas mal, on n'a pas fait de jeux de société parce qu'on était trop nombreux, mais on a fait pas mal d'apéros Zoom, de cafés sur la base du volontariat, puisque j'ai aussi la difficulté, moi, en tant qu'employeur, de ne pas pouvoir demander à un collaborateur qui est en activité partielle d'être présent. Mais d'un autre côté, lui se sent tout seul chez lui. Donc, il faut qu'il vienne aussi. Donc, nous aussi, on a mis en place des happiness managers. Comme ça, c'est pas moi, responsable hiérarchique, qui allait vers le collaborateur, mais c'était un de ses collègues qui mettait en place des animations pour garder le lien et ça permettait à nous, en tout cas employeurs, de limiter les risques de solliciter un collaborateur dans l'activité partielle et en même temps de garder cette proximité. Et comme l'a dit tout à l'heure Karine, le collectif doit se faire aussi à distanciel et le fait d'avoir continué cette présence et ces échanges a permis aux salariés, je pense, de rester liés et connectés à la société. Après, on a fait des communications côté direction de façon assez généraliste mais régulière. On a essayé de les tenir informés des perspectives parce que effectivement, dans l'aéronautique, on est quand même pas mal touché et on voulait pas que les collaborateurs se sentent délaissés et seuls dans cette situation-là. Donc, en leur donnant très vite une vision de ce qui se passait dans la société, ça leur a permis aussi de se dire, voilà, je suis pas seul dans la situation et voilà, il va se passer des choses et forcément la société va devoir rebondir. La notion de confiance, je pense, se fait aussi très fortement avec les élus du personnel et avec notre commission de sécurité et d'hygiène des conditions de travail, où on a fait des réunions hebdomadaires pour statuer sur ce que nous faisions, sur les communications que nous allions faire et pour avoir des remontées terrain. Parce qu'on a dit tout à l'heure, les managers, on a des managers à deux vitesses. On a des managers qui sont très présents dans cette période-là, qui ont été très vite à l'aise
et d'autres qui ont eu tendance à laisser à l'abandon un petit peu leurs collaborateurs parce que déjà eux-mêmes, ils avaient du mal avec cette notion de télétravail. Ils ont du mal, on l'a vu tout à l'heure, avec la notion de confiance. Il y en a pour qui c'était vraiment se faire violence. Ils n'avaient pas le choix, donc il fallait qu'ils y aillent. Mais comme ils ont perdu leur facilité de contrôle parce qu'ils n'avaient pas les personnes directement à proximité, voilà, ils ont préféré lâcher un petit peu les équipes et donc il a fallu leur apprendre ça sur dire oui, il faut qu'on travaille différemment. On n'avait pas le temps de faire des formations. On a fait des sensibilisations très rapides de 2 heures avec les managers pour leur expliquer comment il fallait fonctionner. Mais c'est vrai que ça s'anticipe, on l'a vu tout à l'heure, pour l'après-Covid, il faut qu'on forme nos managers à ce nouveau mode de fonctionnement. Et pour revenir sur la partie sanitaire, c'est vrai qu'on a fait une communication très importante sur le déconfinement pour rassurer les collaborateurs. On a fait un petit manuel de 49 pages pour expliquer le fonctionnement, le mode de circulation dans la structure, la gestion des personnes à risque. Et je pense que tout ça a rassuré sur la partie Covid. Ensuite, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Tout le monde n'est pas revenu sur notre site. On a à peu près un peu moins de 50% des salariés qui sont revenus. Et on a encore des salariés à 2 vitesses. J'ai des salariés qui ont envie de revenir et qui veulent revenir et qui demandent depuis le 11 mai quand est-ce qu'ils reviennent. Et j'en ai d'autres qui surtout voudraient rester en télétravail à 100% aussi longtemps que possible. Donc, il faut arriver à trouver un mode de fonctionnement. Et là-dessus, c'est vrai qu'on est aidé avec la CSSCT qui souhaite aussi avancer et bénéficier de ce nouveau mode de fonctionnement pour changer les mentalités et pour aller au-delà. Donc, nous, on déménage sur un nouveau bâtiment au mois de septembre. On s'est dit que c'était l'opportunité de travailler avec ce nouveau mode d'organisation avec du télétravail. On l'a dit tout à l'heure, le télétravail 100%, on sait que c'est pas quelque chose qui peut fonctionner puisque l'esprit d'équipe, la cohésion et la présence sur site est nécessaire. Donc, nous, on prévoit d'avoir une présence sur site de 2 à 3 jours par semaine avec la mise en place du télétravail de façon beaucoup plus générale, sachant que chez nous, c'était sur la base d'un accord avec un avenant qui a été signé par les collaborateurs avec des journées dédiées à ce télétravail. On voudrait quelque chose de beaucoup plus flexible avec des roulements par équipe pour permettre aussi d'avoir un bâtiment qui vit différemment et qui vit plutôt sous une forme de flex office pour aller aussi dans cette nouvelle culture. On se dit que si on surfe pas tout de suite sur la vague, les habitudes vont très vite revenir. Les managers qui se sont fait violence, ils vont vouloir aussi revenir dans leurs habitudes et donc c'est le moment de changer tout ça. On n'a pas pour l'instant pris le parti de faire une enquête puisqu'il y a j'ai entendu pas mal de sociétés qui faisaient des enquêtes sur comment les salariés avaient vécu le télétravail et comment ils comptaient le mettre en place. Moi, je pense que c'est pas le moment parce qu'on a tous vécu du télétravail différemment. Ceux qui avaient la garde d'enfants avec les devoirs à faire à l'école, c'était franchement très compliqué de télétravailler de façon normale. Donc, pour moi, on va plutôt avancer côté CSSCT et nous, par notre retour d'expérience, pour pouvoir mettre en place ce télétravail-là à compter, on va dire, du déconfinement et en tout cas de la fin de l'urgence sanitaire qui a lieu normalement le 10 juillet. Et encore une fois, on ne connaît pas non plus les conditions de reprise de l'État, puisqu'aujourd'hui, nous, on n'a pas vu suffisamment d'informations claires sur le fait qu'on pouvait diminuer nos distances de sécurité. Donc, on est resté à une distance de 4 mètres carrés par collaborateur. Donc, on attend le 10 juillet pour savoir comment on peut faire revenir. Aujourd'hui aussi, on s'aperçoit qu'on a des salariés, on l'a dit tout à l'heure, qui sont aussi à risque parce que j'ai des salariés qui ont énormément travaillé pendant cette crise. Ils avaient une surcharge de travail et d'autres collaborateurs qui ont été mis en activité partielle, qui ont eu beaucoup de mal à perdre ce rôle social et à perdre le lien avec la société. Donc moi, j'ai préconisé, et vous en avez parlé tout à l'heure, j'ai préconisé à mes managers de faire des petites réunions post-Covid sous forme de café, de pique-nique, tout ce qu'on veut, pour exorciser quelque part cette période-là qui a été difficile à vivre pour chacun, mais de façon différente. Et je me dis, si on en parle tous ensemble, chacun va faire part de ces moments difficiles, à l'inverse de ce qu'il a bien vécu, et ça permet après de repartir sur des bonnes bases et de redémarrer et que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Élise, et enfin, pour le télétravail, je rebondissais sur… Oui. Élise, il y avait une question, effectivement. C'est quoi les arguments des salariés qui souhaitent rester à la maison? Ils sont beaucoup plus efficaces et performants. Ils gagnent en productivité parce qu'ils n'ont pas le temps de trajet. Ils ne sont pas dérangés par les collègues. Effectivement, ils font moins de pauses café avec les collègues. Voilà. Et puis, c'est des économies de bâtiment. Karine en parlait tout à l'heure. Là, c'est sûr que c'est un argument financier sur l'économie du bâtiment, mais ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas rester à 100% en télétravail. D'accord. Donc ça, c'est plutôt bien.
Là où je rebondis sur ce que Karine disait, c'était que toutes les fonctions n'étaient peut-être pas télétravaillables. Moi, ce que je me dis, c'est que pendant cette crise, comme par hasard, ça nous a bien arrangé, nous, employeurs, que toutes les fonctions soient télétravaillables. Je pense à la gestion du personnel. La GP, on m'a toujours dit, oh, la GP, il faut qu'elle soit dans le bâtiment, elle est sur site. Sauf que pendant 2 mois et demi, elle a réussi à travailler à distance. Elle avait les outils, elle a eu le contact avec les collaborateurs. Pourquoi je ne pourrais pas continuer? Donc, pour moi, tous ces métiers-là, c'est trop facile en tant qu'employeur de dire, quand ça m'arrangeait, c'était possible. Maintenant, finalement, c'est un petit peu compliqué. Donc, moi, je pense que tout ça, il faut en profiter et se remettre en place. Oui, il faut un accueil sur site. Il faut bien que les collaborateurs, ils voient des personnes physiques. Donc, on va faire des roulements. Néanmoins, je pense qu'il faut qu'on reste sur cette partie possibilité de travail à distance pour tous les métiers. Voilà, et encore enfin pour conclure, parce que je m'étais noté ça, vous parliez aussi de critères d'éligibilité. Et pareil que pour certains services, j'aurais du mal, je pense moi en tant qu'employeur, de pouvoir parler de critères d'éligibilité. Pourquoi un salarié ne serait plus éligible aujourd'hui alors qu'il a été pendant 3 mois? Comment je vais me baser, comment je vais mettre des critères? Donc si vous aviez des bonnes idées sur comment faire passer ce message-là et le faire intégrer aux collaborateurs, ça m'arrange. Qui veut répondre? Voilà pour moi. Juste une chose. Merci Élise pour ce témoignage. Karine, tu peux répondre? Oui, quand je disais que ça dépend de la fonction et que certains ne peuvent pas être en télétravail du fait de la fonction, c'est parce que alors, dans le tertiaire, tout le monde pourrait potentiellement être en télétravail, mais il y a des métiers dans lesquels, je pense à la logistique, où voilà, faut être dans l'entrepôt, on n'a pas le choix, on peut pas bouger des caisses, ou voilà, quand on est chez soi. Enfin, donc, il y a quand même toute une partie de la population qui ne peut pas de fait être concernée par le télétravail. Bon, voilà, c'est une évidence. Après, je suis complètement d'accord. Nous aussi, dans le cabinet, on avait nos assistantes qui n'ont jamais fait de télétravail. Et là, on se dit, ça leur permet voilà, de faire des choses. Et on se dit qu'elles pourraient très bien partir aussi sur du télétravail. Donc, je partage complètement. Mais je pensais plus au fait de la fonction qui, elle, peut, de fait, c'est tout à fait oui, bien sûr, impossible. il y a des métiers qui ne sont pas voilà. Après, les critères d'éligibilité, je ne sais pas s'il faut... Alors, le terme est peut-être mal choisi, parce que critères d'éligibilité, je pense que pour le coup, je sais que je l'ai dit, hein, mais c'est peut-être pas le bon terme, parce que ça donne une image de justement... Alors, on est éligible au télétravail, et c'est quelque chose qui est au-dessus du reste. Donc, c'est justement l'idée qu'il ne faut pas donner. Après, malgré tout, je pense que beaucoup de salariés apprécient le télétravail, et ils sont bien, et sont performants en télétravail. D'autres ne le sont pas forcément. Ils sont ils sont pas forcément à l'aise, c'est pas fait pour eux, tout est lié à l'autonomie et effectivement l'autonomie c'est subjectif, donc c'est comment je ramène ça à des critères un peu objectifs, donc c'est pour ça que je parlais de l'entretien annuel, hein, de se dire voilà comment tout simplement est-ce que les objectifs ont été remplis dans la période, est-ce que tu as été efficace, pas efficace, enfin c'est factuel, alors c'est pas lié forcément au télétravail, hein, mais voilà, et qu'est-ce qui te gêne en télétravail, qu'est-ce qui te convient, et ensuite en termes d'autonomie, voilà comment on définit l'autonomie chez nous, et est-ce que tu l'as pas, donc essayer de, je sais que c'est pas évident, hein, c'est très difficile, mais je vois pas comment il faut quand même essayer de le rapporter à des critères un peu objectifs et peut-être le traiter dans les entretiens annuels avec les collaborateurs. Mais c'est pas évident, ça peut créer justement... Ouais. Bon, merci, mais effectivement, ça va réfléchir. Isabelle, tu souhaitais intervenir également? Je voulais juste compléter en fait en disant qu'il peut y avoir aussi un critère qui est de se dire quel est le livrable. Est-ce que pour cette personne, on peut définir quelque chose qui serait un résultat attendu assez facile à évaluer par le manager pour dire est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait. Il y a des fonctions où ça peut être plus facile que d'autres. Et en fait, pour pouvoir développer la confiance, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on attend les uns des autres. Et pour certaines fonctions, pour certaines missions dans l'entreprise, ça n'est pas toujours évident de définir qu'est-ce qu'on attend réellement de toi, voilà, en quantité, en termes de documents, en termes de missions fournies, voilà, pour que les objectifs soient clairs et énoncés aussi, je pense que c'est important avec ce que disait Virginie, dans une sincérité mutuelle, parce qu'évidemment, un collaborateur qui a un salaire à temps plein, qui n'est plus au chômage partiel, on attend qu'il travaille à temps plein. Et il ne faut pas qu'on se dise il a repris à temps plein, mais en fait, il est 2 jours en télétravail. Et bon, sous-entendu,
c'est plus tout à fait, il est à 4/5 en fait, ou moins, quoi. Voilà. Je pense que cette notion de livrable, elle est à étudier, mais c'est totalement, pour moi, c'est totalement sur mesure. Et c'est pas toujours des repères qu'on a l'habitude d'avoir, puisque quand on est en proximité, le livrable, on le voit, on le constate, plus ou moins d'ailleurs, mais voilà, ça c'est cette question assez importante à cerner. J'aimerais revenir sur le témoignage que nous faisait Valérie Jiménez sur le chat. Toutes les personnes qui ont fait du télétravail ont davantage produit. Nous étions obligés de les forcer à arrêter, car en moyenne 80 à 90 heures par semaine. Et nous allons continuer avec 2 jours par semaine de télétravail et des périodes de présentiel avec repas convivial et autres. Valérie, est-ce que tu souhaites intervenir pour préciser ce point-là ? Si, elle peut prendre la parole. Ouais. Pour moi, la détresse se sent si l'on connaît bien ses collaborateurs, collaboratrices. Oui, la question précédente, c'était comment détecter la détresse d'un collaborateur en télétravail qui n'ose pas appeler à l'aide. Valérie Jiménez précisait, et on va revenir là-dessus. Pour moi, la détresse se sent si l'on connaît bien ses collaborateurs ou ses collaboratrices avant, suivant sa réponse et son comportement qui est différent quand il y a un mal-être. D'autres précisions par Karine, Virginie. Voilà. Oui, Valérie. Ouais. On va te passer la parole. Acceptez l'invitation. Oui, il y avait d'autres personnes qui souhaitaient intervenir également. Yves Gendreau nous a fait part de son intervention tout à l'heure. On va lui passer la parole. Et est-ce que Valérie, vous arrivez à la... Ensuite, il y avait une autre question. Une petite précision qu'on a mis sur le chat. Les conditions sanitaires sur le lieu de travail ont été assouplies. On vous a mis le lien directement dans le chat. C'est sur l'article des Échos. Donc, vous avez le lien directement. Comment détecter la détresse d'un collaborateur en télétravail ? Oui. Comment détecter la détresse d'un collaborateur en télétravail qui n'ose pas appeler à l'aide ? Karine ? Déjà, bon, c'est toute la question du management, quoi, hein. Un manager qui soit, à mon sens, en présentiel ou en distanciel, il faut quand même qu'il soit attentif de façon régulière à l'état d'esprit de ses collaborateurs. Donc, il doit, à mon sens, il n'est pas que sur la tâche, il n'est pas que sur l'objectif, il est aussi sur dans quel état d'esprit mon collaborateur se sent. C'est de la relation humaine. Et le manager qui est en position de soutien devrait avoir même connaissance de l'info avant même que le collaborateur soit dans cette situation, je dirais. Mais bon, après, je dirais que c'est simplement d'être au contact, d'appeler, de garder le lien avec le collaborateur de façon suffisante et appeler parfois pour rien dire aussi. Alors quand je dis pour rien dire, c'est appeler pour prendre des nouvelles. C'est-à-dire que ça, c'est pas naturel chez beaucoup de managers. C'est qu'on appelle parce qu'on a un point à voir sur un sujet particulier. Et quand on est en distanciel, il faut aussi appeler pour parler un petit peu, pour prendre des nouvelles, savoir comment tu vas et ouvrir le dialogue. Voilà, donc je dirais qu'il faut surtout rester attentif, rester ouvert, rester dans son humanité et puis normalement, on doit le percevoir, quoi. On avait une autre question pour Isabelle. Au regard des situations économiques des entreprises, est-ce que le micromanagement ne va pas être la première tentation ? Alors, si, c'est sûr que pour un certain nombre, après, voilà, tous les managers, les dirigeants sont différents, mais c'est vrai que l'anxiété en fait du carnet de commandes, de la trésorerie et des modalités pratiques de la reprise et de l'activité de l'entreprise peut prendre le pas et finalement induire que le dirigeant, le manager va se mettre à vérifier, à checker au plus près chaque tâche. Est-ce que ça rapporte ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que chacun... Bon, et ça, malheureusement, ça va pas générer l'effet positif de confiance et de responsabilisation. On va plutôt tomber dans ce que disait Virginie autour du reproche et du stress. Et après, ça va être une boucle malheureusement pas vertueuse. Donc, cela dit, le micromanagement peut se faire en présentiel ou en télétravail. Ça, c'est ce travers. C'est vrai que l'anxiété de la reprise et la bonne marche de l'entreprise, elle est présente dans beaucoup de secteurs. Mais
il y a un pilier qui est hyper important pour réussir la reprise, c'est d'embarquer les équipes. Et c'est vraiment ce sur quoi on voulait insister ce matin, c'est que si finalement on a tout résolu mais qu'on n'a pas embarqué les équipes, ben, malheureusement, on va au-devant de difficultés. Voilà, donc le micromanagement, c'est une tentation réelle. Plus il y a de stress pour le manager, plus il va être tenté d'agir en proximité sur son collaborateur, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça passe par une prise de recul, de la formation, de la réflexion et l'échange avec les pairs, comme on disait aussi tout à l'heure. Il y avait une autre question, c'est « Je continue à faire appel au chômage partiel, mes employés ne comprennent pas pourquoi revenir travailler tous les jours et être moins payés. J'ai un hôtel-restaurant. » En fait, s'ils travaillent, ils sont payés normalement. C'est pour ça que je ne saisis pas bien la question. En tout cas... Céline, est-ce que vous pouvez préciser votre question dans le chat, s'il vous plaît? Merci. Je crois que Yves Gendreau souhaitait intervenir. Est-ce que vous l'avez et vous pouvez le faire intervenir si on n'arrive pas à accéder à Valérie Jiménez? Bon, juste pour un point par rapport au chômage partiel, ce qui peut arriver effectivement, c'est que les gens, comme ils sont en chômage partiel, voilà, ils gagnent moins, et revenir à temps partiel dans un établissement qui tourne au tiers, à moitié, ou voilà, la motivation pour réengager, recréer un climat porteur, c'est vrai que c'est difficile. Donc, je rebondis sur le témoignage de la coach qu'on avait au début, hein, c'est se réinventer, un drive, des plats à emporter, des nouvelles activités événementielles à prévoir pour l'automne. Il y a, voilà, je pense dans l'hôtellerie-restauration, il y a eu beaucoup de témoignages et d'essais, mais malheureusement, on est au stade expérimental et effectivement, pour certaines personnes, le chômage partiel risque de devenir après du chômage réel et on ne peut pas non plus tout transformer. Il y a des activités qui devront vraiment être revues de A à Z. Oui, la question de Céline, la précision, c'était ils ont moins que la totalité de leur salaire vu qu'ils sont sur des contrats de 43 heures. Les cas particuliers, malheureusement, effectivement, c'est compliqué. Oui, ceux qui étaient habitués à avoir beaucoup d'heures supplémentaires, etc. Après, là-dessus, je dirais que sur la communication, à un moment donné, je rejoins ce que tu disais, c'est d'être transparent, c'est d'expliquer, de dire oui, je sais que pour toi c'est compliqué, je sais que pour vous c'est difficile, mais derrière, l'enjeu c'est de faire tourner la boutique et qu'on est finalement tous dans le même bateau et c'est compliqué, mais aujourd'hui, la situation, elle est comme ça. C'est donner du sens à ce qui se passe et dire que, aujourd'hui, on est obligé d'en passer par là pour sauver l'entreprise aussi. Alors, on n'est pas obligé de dire sauver l'entreprise parce que ça peut être anxiogène, mais pour aller de l'avant, pour continuer et que du coup, malheureusement, il n'y a pas le choix. Et que c'est un passage obligé, mais peut-être simplement prendre le temps de l'expliquer aux gens, de le redire, parce que pour eux, c'est pas toujours si évident. Voilà. Et donc de prendre juste le temps de dire c'est ça, la réalité malheureusement c'est celle-là. On s'accroche, je sais que c'est compliqué, mais voilà, il faut tenir. Et j'ai besoin de vous. Voilà, ça c'est vrai. Une petite précision pour tout le monde, nous enverrons les synthèses de nos interventions par mail à tous les participants. Le lien sur le site des Échos qui est dans le fil d'actualité du chat. Et maintenant, on va passer la parole à Valérie Jiménez. Valérie, si tu peux intervenir, à toi la parole. Oui, alors je peux intervenir, vous m'entendez? Très bien. Ah bon, mais super. Vous me verrez pas parce qu'en fait la vidéo est dans l'autre sens. Donc écoute, il y a des fois la techno, ça marche toujours bien, mais là ça marche pas. Donc c'est pas grave. En tout cas, merci à toutes et à tous. J'ai trouvé le webinaire super intéressant. Toutes les interventions, je partage complètement justement vos points de vue. Et je voulais juste rajouter que mes équipes que Virginie connaît un petit peu, puisqu'elle connaît une grande partie quand même de l'équipe, et où je leur ai dit encore, vous avez appris quelque part certains outils, est-ce que vous pouvez vous en servir? Parce que bon, on a encore le naturel qui revient au galop, hein,
on a passé 20 ans, 30 ans ou 50 ans à avoir une façon de communiquer et de penser et de changer un petit peu notre façon de communiquer grâce aux interventions de l'équipe de Virginie et de Virginie. Ça change la vie et ça, pour moi, je trouve super intéressant d'avoir cette bienveillance et cette façon de communiquer plus directement et justement, ça fait gagner du temps, comme elle dit en général. Et comme en tant que chef d'entreprise, le temps, c'est de l'argent et surtout en ce moment, après cette période de confinement qui a été particulière pour tout le monde, peu importe si on a beaucoup plus travaillé ou beaucoup moins, mais on a quand même travaillé sur soi. Donc on a quand même justement fait une introspection, ou enfin en tout cas il y a eu un changement, il y a un bouleversement important pour tout le monde. Et moi, pour mes équipes, elles sont super contentes de revenir travailler. Mais elles sont aussi contentes d'avoir la possibilité de continuer à faire du télétravail. Alors du coup, nous, on a choisi pour la majorité, puisqu'on leur a posé la question, de faire 2 jours de télétravail avec 3 jours de présentiel. C'est un bon équilibre. Enfin, on va le tester, puis comme on a dit, rien n'est gravé dans le marbre. Dans une entreprise, on tente plein de choses. On est là pour essayer, pour avancer, parce qu'on a tous des cerveaux autour d'une table qui fonctionnent très bien et on a besoin de tous les cerveaux et de justement amener nos idées, de les mettre en commun et ça, en général, ça fait de bonnes productions. Et c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, c'est savoir se remettre en question et savoir justement donner la parole à nos équipes. Et c'est pour moi fantastique parce que ça fait plusieurs années que je le pratique et je suis agréablement surprise pratiquement tous les jours par la plupart de mes équipes parce que j'ai vraiment des personnes qui sont mobilisées, impliquées au point, comme j'ai dit dans le chat, qu'il fallait les arrêter de travailler. En fait, moi, je les contrôle pour voir s'ils ne travaillent pas trop. Voilà. Merci Valérie. C'est une bonne chose et beaucoup de chefs d'entreprise pourraient avoir confiance, mais avant d'avoir confiance aux autres, il faut avoir confiance en soi. Et ça passe par là, par un travail personnel pour avoir confiance en soi, pour pouvoir justement avoir confiance en les autres et en la production et en tout ce qu'on peut imaginer. Et d'ailleurs, on n'a pas l'imagination assez comment dire productive pour se rendre compte qu'on a vraiment des personnes larges, pour se rendre compte qu'on a des personnes qui nous surprennent tout au long de nos journées et ça, c'est super agréable. Alors moi, j'ai les mécanos qui peuvent pas faire de télétravail, alors souvent on s'est un peu chambré. Les conducteurs non plus, ceux qui ont pu avoir la chance de rouler, de travailler. Mais bon, l'important, c'est de pouvoir avoir un équilibre entre toutes les équipes. Là, bientôt, on va faire un barbecue avec tout le monde pour pouvoir annoncer les chiffres et les visions, l'objectif. J'ai fait aussi des vidéos pour mes conducteurs parce qu'il n'y a pas que pendant la période de confinement. Moi, il y a des conducteurs et des conductrices que je ne connais pas qui sont basés sur toute la France. Et l'important, c'est de pouvoir s'approprier l'entreprise. Et pour pouvoir le faire, il faut être présent en tant que manager. Et être présent, ça ne veut pas dire être présent que physiquement. On peut avoir une présence soit par une vidéo, soit par des SMS, soit par un site internet, soit par tous les réseaux sociaux. Facebook, bon, les conducteurs préfèrent Facebook la plupart, mais après LinkedIn. Et c'est important, on l'a bien vu que pendant la période de confinement, c'est ce qui a fonctionné le mieux. Moi, j'ai fait 2 vidéos pendant la période de confinement pour tous mes salariés à distance et ça a été très bien accueilli. Donc voilà, merci de votre écoute et je vous laisse continuer parce que je trouve super intéressant. Merci Valérie pour ce superbe témoignage. On est pratiquement vers la fin de notre webinaire, du temps qui nous était imparti. Yves Gendreau, est-ce qu'il peut prendre la parole? Il souhaitait prendre la parole? On n'arrive pas à le voir, hein, c'est ça? Il y avait une autre question au préalable. C'était une salariée nous parle de problème de garde d'enfants en août. Est-ce que l'activité partielle pour garde d'enfants se poursuit après le 22 juin pour cette raison? Peut-on l'obliger à revenir si le télétravail n'est pas possible?
Est-ce que quelqu'un a la réponse? Personnellement, moi non. Ça sera les dernières modalités que l'on aura au fur et à mesure. Si on les a, quand on enverra les comptes rendus, on mettra dans nos comptes rendus. Mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse éventuellement. On n'a pas la réponse. Juridiquement, non. C'est quoi? Juridiquement, ça ne serait pas possible, Didier, c'est ça? On aurait ouvert, voilà. On attend les derniers attendus. J'aimerais passer la parole en conclusion à nos 3 témoins, donc dans l'ordre inverse de passage. Élise d'abord, Marina ensuite et Laurent pour la fin, et je terminerai. Élise, votre point de conclusion, si vous êtes toujours parmi nous. Hop, excusez-moi. Mon point de conclusion, écoutez, c'est qu'on a plein de possibilités pour nous, je pense, plein de perspectives. Et voilà, je pense qu'on crée quelque part de nouvelles opportunités, aussi bien pour l'entreprise que pour les collaborateurs. Donc, soyons positifs pour la suite. Merci Élise. Marina? Je sais pas, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Bon, oui, je rebondis sur de très jolies choses qui sont apparues pendant ce webinaire. Je vous remercie vraiment à tous et à toutes. Voilà, je reviendrai sur ça. Prenez confiance en vous. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes sur la réalité. Soyez honnêtes dans vos propos, effectivement, avec vos collaborateurs. Et puis voilà, reprenez confiance. C'est effectivement la meilleure des solutions pour accorder la confiance à l'autre. Merci beaucoup. Merci Marina. Laurent? Oui. On a beaucoup parlé du monde d'après. Je pense qu'il va falloir effectivement y travailler. C'est le monde de maintenant, Laurent. Pardon? C'est le monde de maintenant. Oui, c'est ça. Le monde d'après devient maintenant. Il y a beaucoup de boulot. C'est pour moi vraiment une opportunité très intéressante. Ça va changer les choses. Il faut qu'on change les choses. Et c'est très intéressant. Et ce webinaire de ce matin était vraiment très intéressant. Merci à toutes et à tous pour vos interventions. Merci. En conclusion, merci Laurent. Ce que je souhaiterais rajouter en conclusion, c'est 4 points articulés. Et ce que j'ai retenu des différentes interventions, c'est pour favoriser la confiance, il faut d'abord avoir confiance en soi. Il faut améliorer la communication. La communication, elle passe par la transparence. Il ne faut pas être dans le déni. La transparence, ça veut dire être honnête, clair et sincère sur ce que l'on dit et les messages que l'on délivre. Il faut travailler sur les bonnes pratiques managériales auprès de ces managers. C'est favoriser leur disponibilité, leur ouverture d'esprit, leur intérêt marqué pour leurs subordonnés, leur intégrité, être discret, leurs compétences, le respect des personnes, on l'a dit tout à l'heure, la cohérence dans ce qu'ils font et ce qu'ils délivrent à leurs collaborateurs. Il faut enfin donner des objectifs clairs, précis, réalisables et redonner à ses salariés et collaborateurs le sentiment d'appartenance à un groupe. Je vous remercie et au prochain webinaire. Bonne journée à vous. Au revoir.